Alors, rebonjour à toutes et à tous et bonjour à ceux qui n'étaient pas là au moment de l'inauguration ce matin. Bienvenue dans le cadre de cette 5e édition d'Intersud. Merci d'être venu assister à cette deuxième table ronde de la matinée. Alliance et opportunités industrielles sur le territoire, c'est le thème que nous allons aborder. On va garder quelques instants à la fin pour que vous puissiez vous aussi intervenir. N'hésitez pas si vous avez des questions ou même des réflexions à apporter, à les noter et les garder pour la fin. On gardera un moment pour vous écouter aussi. Je vais vous présenter les intervenants qui sont avec moi sur cette estrade. D'abord, Nathalie Boileau. Je commence par vous, Madame, facilitatrice du Club Industrie et RH d'Eden. Alban Gérard pour Pulse, vous êtes directeur de Pulse. SPL Béziers & Co aussi. Jérôme Julien, vice-président de l'UIMM Occitanie, vice-président d'ITS Fusion. Mathieu Dossa, vous êtes donc le vice-président industrie de la CCI Hérault. Et juste à côté de moi, Luc Mas, directeur général SLB, président d'InnovoSud. On va parler de l'écosystème Eden aussi avec vous. On va peut-être commencer avec vous, Mathieu Dossa. Vous êtes vice-président industrie de la CCI Hérault et la CCI a initié une convention de partenariat qui s'appelle Terre d'Industrie, qui a permis à 11 structures de la signer. Et dans le contexte actuel de réindustrialisation, de développement de nouvelles filières durables sur l'Ouest Hérault, c'était il y avait un vrai enjeu à signer cette convention. Alors on va peut-être revenir d'abord sur ce qu'elle dit, cette convention, pour réexpliquer, la reposer dans son contexte. Alors déjà, la CCI a toujours accompagné, et bien avant que j'y sois, moi, les initiatives industrielles du territoire. C'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de m'impliquer autour de la Chambre, puisque à l'époque, ça remonte à plusieurs années, elle avait contribué à créer ITS Fusion, le groupement de PME, et donc j'ai vu l'action de la Chambre de commerce envers l'industrie, et c'est ça qui m'a donné envie de m'y impliquer. Je reviens à votre question. Autour de cette convention qui a été signée en 2022, l'idée c'était de créer des alliances et de faire se parler l'ensemble des acteurs économiques, industriels et institutionnels du territoire. Et donc autour de la convention, signataires, il y a les industriels notables, remarquables du territoire, et Luc à ma droite, SLB en fait partie. Mais il y a aussi donc, les syndicats tels que le MEDEF, la CPME, InnovoSud, la pépinière d'entreprise de Béziers, bien sûr la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault, l'UMM également ici présent, qui travaille avec nous sur ces enjeux-là, le club Industrie RH également ici présent, et j'en oublie certainement d'autres, mais l'idée c'était de faire travailler et d'avoir un média, une convention, un lieu pour échanger, pour partager. Ça va du simple partage de calendrier d'action à des actions un peu plus concrètes qu'on peut faire de manière contributive et éviter de répéter des choses qui sont déjà faites par un des acteurs signataires de cette convention. Ça, c'était le premier aspect. Et le deuxième, c'était également de tenir informés tous les acteurs économiques locaux des grands projets industriels. Et ça, c'était un souhait qui a après été amené par l'Eden, qui a amplifié ça, bien après cette convention, pour montrer ce qui se fait, pour donner à lire les grands projets structurants industriels, de manière à ce que chacun puisse y prendre parti et puisse s'y impliquer s'il le souhaite. Alors on le voit, une dynamique, créer une dynamique portée par les industriels, financée par le fonds de revitalisation, si je ne me trompe pas, de la Cameroun, et animée par la CCI Hérault. Un mot sur ce que ça a apporté, quel a été le plan d'action? Alors c'est des plans d'action très concrets, puisque chacun avait un peu une liste de courses à faire, on s'est mis des jalons en mode industriel. On a peut-être été assez ambitieux pour certaines fois, mais c'était intéressant parce que ça montrait le cap. Et ça nous a permis de vraiment structurer des actions qui, je le répète, derrière ont donné plus d'amplification au sein de l'Eden. Et je pense qu'il faut vraiment que Luc en parlera peut-être mieux que moi qu'on parle de l'Eden. Mais cette convention est le relais de ce qui se fait sur le plan industriel, comme je le disais. Donc aujourd'hui, c'est un média qui nous sert à donner de l'information sur ce qui se fait, notamment en termes d'emploi, de compétences, pour montrer les nouvelles formations qui vont être ici et qu'elles ne profitent pas qu'aux acteurs industriels structurants. Et ça a été vraiment une volonté, que ce soit de SLB, de Geneviève ou des grands acteurs qu'on a ici, que vous retrouvez sur ce salon Intersud, dans les box d'achat public,
qui souhaitent, lorsqu'ils développent des formations pour eux, ne pas les garder égoïstement, mais les faire partager. Et c'est la meilleure manière de créer des formations quand il y a beaucoup d'acteurs qui poussent pour qu'elles soient ici. Donc cette convention nous permet de discuter de ce genre de démarche stratégique et vraiment de faire influer, de manière à reprendre la parole, que ce soit les industriels qui influent sur les décisions qui se passent ici. Qu'est-ce qu'elle a d'innovant? Parce qu'elle est innovante, cette convention. Elle est innovante parce qu'elle déjà rassemble. Et ça, des territoires comme celui-ci, où on rassemble autant de personnes autour de la table, en dépit de toute couleur politique, de toute couleur partisane, on sait discuter et on essaie de ne pas se marcher sur les pieds et de ne pas tirer la lumière sur soi. Ça déjà, c'est innovant parce qu'on ne le voit pas partout. Rien que ça, c'est assez remarquable et c'est ça qui nous permet d'avancer comme on le fait nulle part ailleurs. Elle a aussi, vous avez soutenu des initiatives avec la création du club industrie, RH Orestero, la création du réseau d'ITS Fusion, le développement d'une pépinière d'entreprises innovantes. Donc tout ça, ça a été quand même des éléments forts qui ont permis de donner cette dynamique. Oui, alors la Chambre de commerce, elle n'est pas forcément à l'initiative de tout ça. Hein. Bien elle sûr. accompagne les mouvements. Elle accompagne le mouvement. Et en fait, c'est pour ça que je parle de dynamique. la vraie valeur d'une chambre, c'est de faire ce que les entrepreneurs ou les acteurs locaux veulent. C'est ça qui est intéressant. Donc nous, en fait, on est des facilitateurs, souvent André Jarry le dit, on essaie de faciliter les actions, de les mettre en mouvement, d'apporter, si on le peut, un réseau, une force de frappe. Et ça, on le fait tous ensemble avec l'UMM ou avec d'autres acteurs, tels que Pulse. Et encore une fois, la Chambre de commerce, elle est apolitique et elle permet de créer du lien. C'est un média qui permet de développer, d'amplifier les actions collectives, mais elle n'est pas l'initiative de tout. Par contre, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir développer, de contribuer à créer le club industrie RH local, de contribuer à créer à l'époque ITS Fusion, de la volonté des sous-traitants de se mettre ensemble. C'est pas évident de faire ça. Des PME qui veulent se rejoindre, se regrouper pour aller attaquer des business communs. Et c'est là où la Chambre de commerce a de l'importance et il y a de la valeur ajoutée. Elle les a accompagnés pour leur montrer comment le faire, comment structurer, comment faire des groupes de travail, comment se réunir tous les mois pour travailler sur des plans d'action. Et donc en ce sens, la Chambre de commerce a du sens parce qu'elle va pousser les mouvements collectifs. Et on est vraiment dans le thème de cet échange, de cette table ronde, alliance et opportunité. S'allier pour pouvoir saisir plus d'opportunités. Luc Mas, on a évoqué cet écosystème Eden, Mathieu en a parlé, mais je voudrais qu'on revienne dessus, qu'on représente cet écosystème Eden avec ses ambitions. Alors pour décrire l'Eden, je pense que ce sont les jeunes qui en parlent le mieux, en l'occurrence. Donc on a avec la région, lors du salon TAF et l'association Face Héros, on a sollicité 600 gamins pour la baseline, c'est qu'on leur a expliqué qu'ils étaient vraiment, comme le disait le préfet tout à l'heure, dans un endroit béni des dieux. Pourquoi? Parce que par rapport aux nouvelles énergies, la zone la plus ensoleillée d'Europe, la plus vantée d'Europe, dans un pays qui est le 3e fournisseur mondial d'énergie nucléaire, donc ça sent le bassin de nouvelles énergies en l'occurrence. Donc une fois qu'ils ont eu conscience de ça, on leur a demandé, mais quelle est pour vous votre vision du monde de demain? Et tous ces jeunes, ils sont arrivés avec des maquettes qu'ils ont exposées. Et dans ces maquettes, il y avait forcément des éoliennes terrestres, flottantes, des panneaux photovoltaïques terrestres, flottants, sur des bâtiments. Il y avait aussi des systèmes d'hydrogène, des voitures qui se rechargeaient en roulant sur la route, des systèmes de récupération, de traitement de l'eau, de l'agriculture raisonnée. Il y avait aussi des constructions de maisons avec des matériaux spécifiques pour faire en sorte... Ils ont vraiment intégré le monde de demain. Ils ont intégré tout ça. Et en fait, l'Eden, c'est exactement ça. Et donc nous avons créé une association qui s'appelle Écosystème durable aux énergies naturelles, parce qu'on est dans cette terre bénie des dieux. Et lors de synergies publiques-privées qu'on a mis en place avec les pouvoirs publics, avec les présidents de communautés de communes, d'aglo, avec les industriels, avec France Travail, avec toutes ces entreprises qui sont sur le territoire depuis des lustres, pour un certain nombre, qui ont déjà attaqué cette transition énergétique. On peut parler d'EDF Renouvelable, on peut parler de Caire, on peut parler aussi, si vous parlez de l'eau, de Suez, de Veolia, on peut parler de TEVENR, on peut parler maintenant de Genvia. Il y a des centres de gravité
qui sont en train de mettre en place des nouvelles solutions techniques qui permettront, si on arrive à embarquer les citoyens, de créer vraiment un démonstrateur de ce monde de demain. Et c'est exactement ça. Alors on le voit, c'est un écosystème avec une ambition importante, avec un projet, enfin le fait de se projeter vers demain. C'est des alliances privées-publiques, ce qui est important. Un mot aussi sur la pépinière Innovo Sud. Alors en fait, pour pouvoir, l'EDEN, vous l'avez compris, on travaille sur les talons. Oui. Donc pour pouvoir travailler sur les talons et réinventer ce monde de demain, et se projeter de ce centre de gravité, ben, il faut être capable de pouvoir disposer des compétences dont on a besoin. Donc ça c'est le pilier compétences de l'EDEN qui a pour but de travailler sur les talons et de faire en sorte qu'on puisse disposer demain des compétences dont on a besoin, mais aussi de transformer les actuelles. Et ces compétences-là, elles seront utilisées par tous les start-upers qui auront des idées géniales et qui vont réinventer les chaînons manquants entre ces géants ou ces centres de gravité, comme je vous parlais tout à l'heure de GMBA, EDF, KER, etc. Donc à la sortie, on pourra imaginer que demain, on en parlait tout à l'heure, on puisse disposer d'énergie complètement décarbonée. On la met à disposition certes des entreprises, certes des industries, mais aussi des citoyens, pour qu'ils puissent réinventer leur quotidien. Donc ils auront peut-être besoin d'être supportés par la pépinière d'entreprise Innovo Sud, d'être accompagnés. Peut-être aussi que les PME auront envie d'être supportés par Innovo Sud pour créer une spin-off ou se réinventer et venir réinventer encore une fois ces chaînons manquants au milieu de ces géants-là. Cette pépinière Innovo Sud, aujourd'hui, c'est combien d'entreprises? Aujourd'hui, il y a une quarantaine d'entreprises, je dirais, à la pépinière, de partenaires. Mais la pépinière d'entreprise Innovo Sud est directement liée au pilier innovation de l'EDEN et elle en est le moteur en l'occurrence. Donc c'est notre interlocuteur privilégié pour arriver à embarquer les start-upers, mais aussi les PME demain, en leur donnant la possibilité d'être accompagnés pour réinventer leur quotidien. Nathalie Boileau, peut-être vous allez pouvoir, en revenant sur Eden, je voudrais qu'on s'arrête sur quelque chose, parce qu'on a évoqué l'importance d'embarquer les gens, l'importance d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée, importante. Je voudrais qu'on revienne sur le parcours réussite de l'Eden. Oui, parcours de réussite Eden, eh bien, c'est une alliance autour des compétences. Et puis également, c'est une opportunité industrielle pour les demandeurs d'emploi. On a un certain nombre de demandeurs d'emploi, monsieur le préfet le rappelait tout à l'heure, et souvent ils ne savent pas que l'industrie est une opportunité et qu'il est possible d'y travailler. Et d'autre part, c'est aussi une opportunité pour les industriels, parce que sans compétences, c'est quand même très difficile d'être en excellence industrielle, et la condition de réindustrialisation, c'est l'excellence industrielle. Donc la compétence est au centre des problématiques de toutes les entreprises industrielles. Donc en effet, nous avons créé le parcours de réussite Eden pour répondre à ces enjeux. Ça a été créé quand, ce parcours de réussite Eden, et comment vous pouvez nous l'expliquer, comment il fonctionne? Alors le parcours, nous sommes déjà au 3e parcours de réussite Eden qui va démarrer au mois de novembre prochain. Donc on a déjà une expérience significative. Et comment ça s'est créé? Eh bien, déjà, nous avions le club Industrie RH et nous avions l'EDEN. À partir de là, nous avions des groupements d'industriels. Et c'est écrit dans toute la littérature, mais nous avons constaté ensemble que tous les industriels, qu'ils soient de l'alimentaire, de la chimie, du verre, de la métallurgie, avaient les mêmes besoins. Les mêmes besoins pour faire tourner leur ligne de production, c'est-à-dire des besoins de conducteurs de ligne, d'équipements industriels, des besoins dans le domaine de la qualité et dans le domaine de la maintenance. Donc ces besoins communs, ils ont été identifiés, ils ont été validés. Ensuite, on s'est tourné vers France Travail et les entreprises intérim. Et en fait, France Travail, comme les entreprises intérim, étaient dans l'incapacité de nous fournir des CV qui correspondaient à nos besoins. Normal, ces personnes problème de compétences. Voilà, problème de compétences, ces personnes n'étaient pas dans leur fichier puisqu'elles n'existaient pas. Par contre, il y avait des demandeurs d'emploi. Donc à partir de là, on s'est tourné, on est sur des métiers en tension,
on s'est tourné vers la région avec l'appui de l'UMM et vers France Travail, et on leur a demandé de réfléchir à un parcours pour former des demandeurs d'emploi vers nos métiers industriels. Et c'est ce qui a créé le parcours de réussite Eden. Vous avez maintenant, vous le disiez, c'est la 3e session qui va démarrer. Vous avez un peu de recul. Qu'est-ce que vous en tirez? Quel constat on peut faire l'un, l'autre? Ce qu'on en tire déjà, c'est de se dire en effet que de toute façon, spontanément, les personnes ne vont pas vers les métiers industriels. Donc on a toute une période préalable dans laquelle on va faire la promotion de nos métiers. On va proposer des immersions dans les entreprises pour avoir vraiment un vivier de candidats. Et on voit que les viviers sont en forte augmentation. Au dernier parcours, on avait 200 candidats qui sont positionnés pour 32 possibilités de stage. Ça, c'est le premier élément. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle, c'est-à-dire qu'on a des candidats. La deuxième bonne nouvelle également, c'est que la deuxième étape du parcours, c'est proposer une remise à niveau et affiner l'orientation des personnes grâce à des POIE, c'est-à-dire des mises à disposition de France Travail et des financements de la région également, de la région Occitanie. Et ça permet vraiment d'affiner le projet, que les personnes sachent vraiment ce qu'elles veulent faire, où elles en sont, puis de les remettre à niveau. Et ensuite, il y a une troisième étape, qui est l'étape du contrat de professionnalisation, où là, elles vont préparer des CQP, donc des formations qualifiantes, et elles vont sortir avec un diplôme. Et sur le parcours de réussite Eden 1, nous avons 80% de retour à l'emploi à l'issue de l'ensemble de ce parcours. Ce qui est absolument exceptionnel pour des personnes qui n'ont jamais travaillé dans l'industrie et qui sont en général des demandeurs d'emploi qui ont passé pas mal de temps. Donc vraiment une belle réussite. Ces personnes-là qui donc retournent à l'emploi, est-ce qu'elles sont restées sur le territoire? Oui, tout à fait. Parce que l'alliance, en fait, permet d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des moments, l'industrie, comme toutes les business, on a des hauts et des bas. Donc ça veut dire qu'à un moment, une entreprise peut ne pas pouvoir embaucher, tout simplement pas parce que la personne n'a pas la compétence, mais parce qu'elle n'a plus de poste à pourvoir. Et donc, ce qu'on a fait, les RH, du club RH avec France Travail, on s'est réunis et on a regardé qui avait des besoins supplémentaires par rapport à leurs stagiaires. Et donc, ça nous a permis de positionner 80%. Donc, l'alliance, le travail en commun, ça va bien au-delà de la formation, ça va aussi dans le maintien du vivier industriel sur ce territoire. Quelles sont les ambitions de ce parcours réussite? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez envie de développer? Là, ça va être la 3e session. Déjà, les candidats ont été sélectionnés. Il y aura combien de postes, combien de possibilités? Alors déjà, est-ce qu'on augmente face à la demande, justement? Voilà, on démarre en fait le processus qui va consister d'une part à aller voir les candidats, donc France Travail, les MLI, et on a un nouveau comité qui s'appelle le comité plein emploi qui a été créé par le gouvernement. Et dans le comité plein emploi sur l'industrie, le parcours devient l'axe phare que vont adopter l'ensemble des MLI, l'ensemble des France Travail sur tout le territoire. Donc ça, c'est un élément important parce que ça va permettre d'une part de mobiliser des candidats et d'autre part de mobiliser des entreprises. Et là, en fait, on cherche encore des entreprises supplémentaires parce que pour augmenter le nombre de possibilités. L'appel est lancé dans la salle. Donc l'appel est lancé. Si vous êtes intéressé, on a un stand qui est juste à l'entrée, à gauche du box d'entrée. D'accord. Oui. Je voudrais rajouter quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez bien compris, mais en fait, ce n'est pas quelqu'un qui a décidé quelque part qu'on allait créer l'Eden. C'est nous qui avons décidé qu'on avait des opportunités absolument extraordinaires. Donc on s'est mis en ordre de marche et on a décidé de créer l'Eden. Pourquoi? Parce que travailler sur les temps courts et préparer les temps longs, c'était la seule solution qu'on avait pour continuer à exister. Donc il y a un certain nombre de piliers qui ont été créés, et notamment le pilier compétences. Je dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, avec les outils qui ont été mis en place et qui existent, on a cette capacité de pouvoir former des compétences dont on aura besoin. On a absolument besoin qu'un maximum d'entreprises, un maximum de citoyens, de start-upers viennent
auprès de l'Éden, viennent se rassembler avec nous auprès de l'Éden et viennent s'engager sur les temps longs. Parce qu'on n'est pas là que pour régler le problème de la semaine, du mois, du trimestre. On a absolument besoin de se projeter sur les temps longs. Aujourd'hui, si on a des opportunités industrielles qu'on a sur ce territoire, c'est parce qu'on a été capable à un moment donné de convaincre les décideurs que ici et pas ailleurs, on travaillait sur les temps courts et les temps longs et qu'on disposait donc de fonciers, d'infrastructures, de compétences et qu'on avait donc la possibilité d'accueillir des projets structurants. C'est ça qui a changé la donne. Une énergie qui est partie du territoire, par les acteurs mêmes du territoire. On comprend bien que c'est ici que la volonté est née. Mais pour terminer, ce dont on a besoin maintenant, c'est que les entrepreneurs locaux, les entreprises locales rejoignent les rangs de l'Éden pour venir y amener quelque chose, et entre autres, si on parle de compétences, venir s'engager sur le fait que dans un an, on prendra un alternant ou un futur responsable maintenance pour l'accompagner. On a besoin de travailler sur les temps courts et les temps longs. Alors on va revenir sur l'Éden et comment l'UIMM contribue et participe à ces piliers, mais je voudrais déjà, Jérôme Julien, qu'on redise quel est le rôle et quelles sont les prérogatives de l'UIMM sur le territoire au travers de ses différents services et de son soutien aux différents acteurs locaux. Mais en fait, le rôle de l'UIMM, il est assez transverse. Et ça rejoint beaucoup ce que disait la partie Club RH. En fait, c'est qu'il est sur la partie formation, en tout cas, avec son site de Bayargues, sur de la co-construction de programmes pédagogiques et de contenu pédagogique, toujours dans cet élan, justement, pour aller anticiper cette partie de formation et qui permettra, en fait, justement, à chaque entreprise, en fait, de trouver ses compétences si difficiles. Je pense que, vu qu'on appuie beaucoup sur la temporalité, et c'est vrai que quand on a des changements aussi importants d'un point de vue même sociétal, mais encore plus économique sur notre territoire, c'est cette temporalité qui va être déterminante. Ça veut dire qu'il faut mettre en place un contenu pédagogique très innovant et avoir toujours une veille sur ce qui va se faire. Alors demain c'est difficile, hein, on n'est pas forcément extra lucide, mais en tout cas être au plus proche des dernières innovations et pour apporter cette formation. C'est exactement ça. Donc c'est ce qui est l'enjeu aussi quand on regarde les énergies nouvelles, hein, toute cette capacité d'attraction économique qu'on va pouvoir avoir sur notre territoire. C'est aussi d'anticiper même au-delà, et c'est en perpétuelle évolution, parce qu'aujourd'hui on pense à dans 10-20 ans, mais dans 5 ans il faudra penser à dans 10-20 ans aussi. Donc c'est ce rythme-là qui est déterminant. Donc il y a la partie formation. Oui, alors la partie formation sur le premier pilier. Il y a une partie aussi importante sur la partie juridique qui a été développée ces derniers temps, pour être un support et un soutien justement aux entreprises de l'industrie métallurgique, notamment, pas que, mais notamment en grande partie. Et donc ce sont ces services juridiques qui vont permettre justement d'étoffer et d'étayer un petit peu tout ça. Sur l'emploi, si on y revient et si on trouve un lien entre les deux, c'est aussi justement de mettre en place et d'avoir des conseils sur la partie RH. Et donc voilà, donc c'est très transverse, hein. Il y a ces deux principaux piliers. Ça touche aussi au pilier innovation avec un petit laboratoire de fabrication qu'on appelle le Fab Lab, qui va permettre de faire un petit peu de R&D à une certaine échelle et de permettre à certaines startups de pouvoir incuber ou aller faire des recherches sur certaines technologies et d'avoir accès à certains outils qui vont permettre de se développer et de tester des choses. C'est un Fab Lab qui est à disposition des entreprises du territoire. Ouais, dans les locaux de Bayargues. Et donc voilà, je vous invite à les visiter, c'est tout à fait accessible à tous ceux qui le souhaitent. Et donc c'est vrai qu'on y trouve certaines machines à la pointe de la technologie, comme des imprimantes 3D, des imprimantes numériques 3D. Il y a tout un système de R&D avec des personnes qui sont en capacité aussi de faire un petit peu le relais de certaines recherches et de certains procédés. Alors, on le voit hein, à travers ce rôle que vous avez, à travers ces différents services où vous soutenez les acteurs du territoire. Vous contribuez aussi, vous participez aussi à l'Éden
sur différents piliers. J'aimerais qu'on y revienne. C'est un petit peu ce que je viens de vous étayer, c'est que ces trois piliers sont étudiés en co-construction, que ce soit avec l'AFPA pour la formation, le Purple Campus, pardon. Et donc ça permet en fait de créer ces synergies, et une fois de plus ça revient vraiment dans l'esprit d'Eden à le faire en co-construction et en collectif, et à prendre un petit peu aussi des fois comme quand on fait du partage en collectif, de prendre les bonnes pratiques, ce qui marche bien, et puis de gagner du temps sur le partage d'expérience, sur ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi, et justement de pouvoir implémenter et faire évoluer positivement, on l'espère, tous ces piliers. Il a été évoqué tout à l'heure le fait que les métiers de l'industrie, c'était peut-être pas ceux qui, comme ça, attiraient les gens, et donc il y avait besoin d'abord de faire un travail d'aller convaincre. Quel regard vous portez, vous, William? Est-ce que vous faites le même constat? Ou est-ce que ça change petit à petit? Alors, heureusement que ça change par des initiatives, comme on peut en parler depuis quelques minutes. Mais effectivement, je reviens un petit peu sur l'entrée en matière de M. le maire, M. Ménard tout à l'heure, qui disait effectivement que c'était des métiers historiquement qui avaient mauvaise presse, avec ces salissants, c'est dans des environnements parfois odorants, fait des choses qui sont un petit peu pénibles. Et donc effectivement, ça a été délaissé au détriment de beaucoup de tertiaires, beaucoup de services, avec des choses qui sont parfois entre guillemets un petit peu plus sexy. Mais la communication aujourd'hui des pouvoirs publics et de tous les institutionnels fait que c'est une dynamique qui est en train d'être mise en place. Elle est encore très, très, très jeune, elle n'est pas arrivée à maturité, mais il faut miser sur cet avenir avec cette communication importante qui va pousser, parce qu'il faut savoir que c'est quand même, au-delà de cette pénibilité, c'est quand même du travail qui est très, très gratifiant. Quand on a des équipes qui construisent quelque chose, et quand on voit quelque chose qui sort d'une usine de A à Z, c'est quand même beaucoup de satisfaction et de fierté de la part des équipes de le faire. Et on a souvent la possibilité aussi de la part de clients qui réceptionnent leur matière, de pouvoir dire à quel point ils sont reconnaissants de ce travail, et de le faire participer, de le partager aux équipes. Et je pense que tout ce côté positif que tout le monde peut amener, en fait, c'est ça qui fera que les jeunes auront envie de s'inscrire dans cette dynamique. Est-ce que des stratégies nationales, comme la stratégie de réindustrialisation de la France, dont on parle beaucoup dans les médias et à grande échelle, ça joue aussi finalement, au fur et à mesure, ça infuse dans la tête des uns et des autres? Vous pouvez tous réagir là-dessus, mais... Oui, il le faut, en tout cas, c'est nécessaire. Si on parle au niveau territorial, si ça se fait au niveau national, ça aura encore un plus grand impact. Et quand on voit l'attractivité qu'on peut avoir sur notre territoire au niveau national, en fait, avec beaucoup de gens, il y a beaucoup d'arrivées qui se font sur nos départements, ça aura forcément ce retour-là et cet intérêt porté par la population en général. Je dirais même que ça permet cette logique, cette stratégie France 2030, elle permet de venir supporter l'extraordinaire opportunité qu'on est en train de vivre. Parce que toutes les solutions qu'on a envisagées ici, on est en train de mettre sur la table, elles existent, on les copie, on les colle, on fait en sorte qu'on les assemble, mais il y a quelque chose qui est quand même très particulier. Il y a un projet, d'ici 2050, il y aura 10 000 éoliennes flottantes qui seront mises en mer. Ça, c'est des projets qui sont identifiés. Il y en a 2000 qui sont lancés. Lancés, ça veut dire qu'on a identifié les endroits où elles vont être positionnées. La mer Méditerranée sera la mer capitale. Donc, par rapport à France 2030, par rapport à cette logique de souveraineté énergétique, il faut y associer une logique de souveraineté industrielle. Donc, il faut qu'on fabrique du matériel chez nous. On ne fabriquera pas tout. On n'est pas assez nombreux. On en fabriquera une petite partie. Donc, il y en a suffisamment pour pouvoir créer de la richesse localement. En plus, on parle de grosses pièces, on est dans le bassin, les politiques de local content vont être favorables pour une fois pour nous. Donc c'est une extraordinaire opportunité. Ça, c'est la première. La deuxième, on peut parler de Genvia. Genvia a vocation, si on met la solution Genvia derrière chacune des centrales nucléaires, à faire en sorte que la France est indépendante de point de vue besoin hydrogène. C'est absolument extraordinaire. Et c'est là aussi chez nous que ça se passe. Donc une fois qu'on a dit ça, on a besoin de toutes les opportunités style France 2030, de toutes les énergies des uns et des autres pour le faire fonctionner.
Mais on n'est pas juste là, je dirais, pour faire la promotion des différents outils qui existent, parce que ça, on peut le faire partout en France. Il y a une promotion qui est bien plus importante, c'est la promotion de cette extraordinaire opportunité de ce qui se passe là. Et ça ne se passe pas ailleurs, tout simplement, parce qu'ici, il y a du soleil, il y a du vent, il y a de la place, du Forestier, on en parlait tout à l'heure, et il y a un territoire à taille humaine, comme ça a été dit par monsieur le préfet aussi, où n'importe quel d'entre nous a la possibilité, pour ces projets structurants, d'avoir accès immédiat aux représentants de l'État, de la région, etc. C'est ça qui rend la chose unique, il ne faut absolument pas le manquer. Alors on va dire quelques mots avec Alban Gérard de Pulse. Vous êtes directeur de Pulse. Comment est-ce que l'agence Pulse accompagne cette initiative Eden? Alors le rôle d'une agence, effectivement, n'est pas de créer de l'emploi, mais d'accompagner toutes les initiatives qui sont prises. Et c'est vrai que les pouvoirs publics ont une forte responsabilité, puisqu'elles peuvent accompagner, donner une direction, et souvent on entend les chefs d'entreprise nous dire, écoutez, nous, on ne vous demande pas un certain nombre de choses, en revanche, on vous demande de nous dire dans quelle direction aller potentiellement. C'est-à-dire qu'il faut, quand on est chef d'entreprise, on cherche des opportunités, on a besoin d'un cadre. Et nous, déjà, on a un cadre qui a été fortement donné lors du vote du SCOT, qui est le schéma directeur de l'enveloppe foncière dédiée aux différentes agglomérations, en gros de l'ouest de Montpellier. Et lors de ce vote a été décidé un choix très important qui a consisté à réduire l'enveloppe consacrée au foncier pour consacrer beaucoup plus d'enveloppe de consommation foncière. Dans le cadre du ZAN, on voit qu'en plus le foncier prend une part de plus en plus importante, d'enveloppe foncière consacrée à l'économie. Et dans une région où on avait quand même laissé beaucoup le commercial comme source d'économie prendre du pas sur l'économie pure, c'est-à-dire de mettre le lieu de production, comme l'habitat qui était un vrai levier de croissance, on l'a vu lors des décennies précédentes, où on considérait que on accueillait des nouvelles populations, ça permettait d'arracher des vignes où il y avait peut-être moins de rentabilité, ça payait la retraite du vigneron, ça payait des taxes d'aménagement aux collectivités qui pouvaient assumer comme ça, voilà, on a une dynamique, et puis ça permettait de créer de l'emploi, il ne faut pas se mentir, c'était de l'emploi artisanal et de la promotion immobilière, mais qui peut vite s'arrêter lorsque le foncier se raréfie. Et cet arbitrage qui a été pris dès 2022 a été très important parce qu'il a montré quand même que les élus avaient une vision et qu'il fallait impérativement remettre ce foncier au service de création de valeur. Donc ça, c'est un choix quand même sur lequel il faut insister, puisque c'était une petite révolution quand même à l'époque, lorsque chacun décidait d'avoir dans chaque village 5 consommations foncières dédiées à l'habitat. Et aujourd'hui, c'est un choix qui s'impose à eux. C'est extrêmement important. Alors, pour accompagner aussi ce qui est fait, évidemment, nous, une agence, déjà, c'est de mettre tout le monde autour de la même table. Donc ça a été la création de l'agence de développement économique. Effectivement, il y a des institutionnels qui représentent l'UMM, le MEDEF, CPME et d'autres, les politiques, et les chefs d'entreprise. L'idée, c'est qu'en se réunissant tous ensemble, ce qu'on joue tous ensemble dans la même direction. Alors, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais au moins, voilà, on a un cap qui est donné. Et pour le bassin biterrois, celui pour lequel je travaille, consiste à affirmer quand même qu'on est le 5e bassin d'emploi d'Occitanie. Et on avait tendance à l'oublier lorsque on était plus un lieu où on parlait de pauvreté, voire de faits divers, que de création d'emplois. Et on n'a pas à rougir de cela, et au contraire, il y a des initiatives formidables qui sont prises. Il y avait un passé qu'il fallait remettre en avant, c'est aussi ce qu'on a fait. Je pense que tous ces chefs d'entreprise ont fait l'objet de reportages ou d'entretiens, parce qu'on a envie de mettre en valeur ces talents-là. C'est vrai que le politique apprend aussi à se mettre au service, parce qu'encore une fois, nous n'allons pas créer d'emplois, mais nous allons pouvoir dire que ces personnes-là ont un terrain favorable sur lequel ils vont pouvoir s'implanter. Ensuite, c'est préparer l'avenir. Je pourrais en parler. Il y a eu effectivement ce SCOT qui a été un élément très important. Il y a pour le territoire biterrois la définition d'un schéma de développement économique et commercial. Avec des projets d'implantation et de développement sur les 17 communes. Exactement. L'idée, c'est qu'en fait, on puisse, que ça ne soit pas simplement une ventilation du foncier qui nous a été accordé, mais bien de réfléchir à quelles sont les filières qu'il faut développer, les sous-filières qu'il faut développer, parce que, encore une fois, si on veut réagir à court terme, c'est très facile. Ça peut être une tentation. Donc, quand on refuse une entreprise, c'est toujours difficile, parce que qu'est-ce qui peut en ressortir ? Vous refusez de l'emploi. Bon. Sauf que les choses sont plus compliquées. On a une denrée foncière qui est par définition limitée. Qu'est-ce qu'on fait pour ajuster au mieux l'entreprise, sa création de valeur dans un écosystème ?
Et là, à ce moment-là, on peut avoir des désaccords. Et c'est toujours compliqué, encore une fois, de dire non. On voit qu'on fait des personnes mécontentes et que derrière, ah bah attention, si c'est pas ça, on va aller chez le voisin. Et donc, pour terminer, parce que peut-être que je suis un non, pas du tout, vous inquiétez pas. bah, écoutez, tant mieux. C'est que je pense déjà que j'ai quelque chose à vous demander. Donc ça ne peut pas être une réponse indiscriminée. On est obligé d'ajuster. Et voilà, on va ajuster, on va regarder plusieurs facteurs. Évidemment, le nombre d'emplois au mètre carré, la capacité d'investissement, à quel moment ça va s'impliquer dans un écosystème. Et on n'a pas la science infuse. On est obligé, c'est l'avantage aussi d'être dans une agence de développement économique, c'est qu'on a tous les partenaires autour de la table. Co-construction. Et on peut en discuter. Voilà. Même si la décision souveraine revient à l'élu, parce que par définition, c'est l'élu qui a été élu pour participer à ces décisions, il ne va pas prendre seul ces décisions. Et c'est important de réfléchir à cela pour voir vraiment comment ces emplois vont préparer l'avenir. Et les solutions foncières que vous allez proposer, s'il y a des entreprises, ça va être quoi? Bah, typiquement, on avait dans un premier temps, je peux parler du passé, c'était quand il y a eu le projet Genvia, ça a été un choix du président de dire tout de suite, on gèle du foncier, tout le foncier dont ils auront besoin. Ça, encore une fois, ça a fait naître, et ça fait naître des jalousies, et ça fait couler de l'encre à l'époque. Mais c'était un choix qui a été assumé, parce que sinon, on se laissait apporter par ce qui était la demande endogène, à laquelle il faut malgré tout continuer à apporter des réponses, mais de manière peut-être plus ajustée pour pouvoir concilier les deux. Aujourd'hui, ça a été par exemple le fait qu'on ait été territoire clé en main. On a été le premier territoire du département à être retenu territoire clé en main. C'est-à-dire qu'on a rempli tous les dossiers pour qu'on puisse assumer le fait de dire, ben voilà, vous voulez vous implanter, on a la zone qui vous est dédiée avec les autorisations administratives afférentes. Ça, c'est extrêmement important aussi. Donc oui, c'est être toujours à l'écoute des chefs d'entreprise et c'est de leur apporter des réponses. Parfois, elles peuvent être négatives, j'insiste beaucoup là-dessus, mais la plupart du temps, elles sont positives parce qu'on a envie d'attirer des nouveaux talents. C'est travailler aussi sur ce que vous faites, hein, c'est-à-dire que la formation, l'idée d'avoir Polytech, je pense qu'on y a participé, on a accompagné tant en temps qu'on pouvait. Le CNAM qui vient faire des formations en comptabilité, c'est extrêmement important, on l'a accompagné aussi. Je dirais que c'est vraiment l'agence de développement économique, c'est un triptyque, c'est permettre aux entreprises locales de se développer, les faire se rencontrer, apporter de la formation tout au long de leur vie pour ces entreprises. C'est faire naître autour d'animation, des team building, enfin, faire en sorte que voilà, ces silex se frottent les uns aux autres, c'est faire venir des œuvres à l'extérieur. Ça sera un volet qui arrivera un peu plus tard pour nous, mais ça sera le travail d'un marketing territorial indispensable aussi, puisque aujourd'hui on a des atouts formidables mais qui ne sont pas forcément connus en dehors du territoire biterrois, et c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a une révolution quand même sur la façon dont on s'envisage. Il y a un twist mental qui a été fait, je trouve, sur le territoire biterrois. Moi je suis arrivé il y a 10 ans, franchement on entendait plus de malheurs que d'opportunités. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et le fait d'avoir cette taille, je ne veux pas répéter ce qui a été dit, mais quand même, le fait d'avoir cette taille et d'avoir que des interlocuteurs qu'on est capable d'envisager, d'appeler aussi facilement, le fait qu'on se dit aussi, c'est que malgré tout, on a des difficultés qui sont réelles, mais que justement, c'est tous ensemble qu'on va les surmonter, que finalement, on ne peut pas s'autosuffire, ça crée des nouvelles opportunités. Le troisième point, c'est évidemment l'enseignement supérieur, c'est indispensable, parce qu'il n'y aura pas de développement du biterrois s'il n'y a pas du développement de l'enseignement supérieur. Et il est vrai que tout un tas de métiers ont été envoyés dans les grandes villes ces dernières années, tout un tas de des formations ont été sanctuarisées sur les grandes métropoles, et malheureusement... On sait que l'endroit où on se forme est parfois l'endroit où on pose ses balises, si on a l'opportunité professionnelle derrière qui est là, d'où l'importance d'avoir cette formation. Alors on a bien compris à travers vos témoignages les opportunités industrielles formidables de ce territoire et l'importance de ces alliances, de ce travail la main dans la main, de ces réflexions, de ces échanges, même si, vous l'avez précisé, on n'est pas toujours d'accord, mais on essaye d'aller tous dans le même sens et d'apporter, d'insuffler quelque chose sur le long terme et aussi sur le moyen terme. Je vais vous demander dans la salle si vous avez des questions, des suggestions, des réflexions à faire, parce qu'on aimerait bien avoir aussi vos retours à vous. Vous êtes peut-être chef d'entreprise, vous êtes peut-être vous-même en formation ou autre. Donc n'hésitez pas à nous faire un retour de ce que vous venez d'entendre et de ce que sont vos points de vue à vous sur ces sujets d'opportunités industrielles sur le territoire.
quelqu'un qui va se lancer. Toujours la question qui arrive en premier qui est la plus difficile. Alors, D'accord. on a quelqu'un, un chef d'entreprise qui voudrait prendre la parole, savoir comment lui, il a été peut-être accompagné, comment vous avez, vous, bénéficié des opportunités de ce territoire. Non, personne. Oh, c'est la fin qui vous tenaille. S'il n'y a pas de questions, alors, pas d'intervention, pas de questions. Alors peut-être, vous, justement, une conclusion et un mot de la fin, parce que, on l'a dit, et Luc Mas a insisté, il ne faut pas rester dans son coin, pas rester passif, il faut venir, il faut s'engager, il faut participer à faire vivre ce territoire, il faut participer à pouvoir accueillir les gens en formation, il faut participer à pouvoir projeter ce territoire dans l'avenir, tout en regardant à moyen terme, et ça ne se fait que par de l'engagement et de l'investissement. Justement, je voulais dire un mot sur Intersud, qui est un des outils pour favoriser l'industrie initiale locale, qui est développé par la Chambre de commerce avec tous les partenaires qui sont ici présents, les partenaires financiers. Vous l'avez vu, c'est une réussite. En tout cas, les acheteurs sont là, les sous-traitants aussi. On a bon espoir que la journée se déroule bien. Il y a des démonstrations et des démonstrateurs de solutions techniques intelligentes qui sont développées par des acteurs locaux. Et ça, c'est un outil qui répond au temps court. On l'a dit tout à l'heure, les projets structurants sont souvent, et les projets industriels, du temps long. Donc pour ça, il faut s'y préparer. C'est ce qu'on fait dans nos actions conjointes, en formant, en accompagnant les PME. Mais il faut garder ces PME vivantes. Et donc Intersud se veut une réponse au temps court aussi. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, un matching efficace entre les acheteurs et les sous-traitants qui permet, en toute logique, de remplir les carnets de commandes et de continuer d'avancer. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, ça met en lumière les compétences et l'industrie locale. Et le troisième, ça permet aux acheteurs de donner les critères des achats d'aujourd'hui et de demain aux sous-traitants. Et pour une PME, d'être accompagné par un acheteur qui lui dit, ben voilà, nous, en fait, on va vers ça, il faut que tu te lèves à ce niveau de RSE, à ce niveau d'exigence, parce que sinon, on ne pourra plus travailler avec toi, ou alors si tu veux pénétrer le marché, il faut que tu répondes à ça, mais on va t'accompagner. Et ça a énormément de valeur. Et c'est ce qu'on s'évertue à faire à Intersud. D'ailleurs, il y aura peut-être des questions sur Intersud où on peut rebondir, parce que je sais qu'il y a des acteurs là, qui sont présents. Sous-traitants, il y a ITS Fusion, je vois Veolia qui est en tant qu'acheteur, je vois GMD SLV. Peut-être donner un retour d'expérience sur comment vous vivez, vous, à Intersud. Allez, je viens vers vous pour des petites réactions quand même, pour nous montrer que vous ne dormez pas. Oui, alors, pour revenir un petit peu sur toute votre présentation, il est évident que le Biterrois est une vraie terre d'Éden, si je peux me permettre, parce que ça permet, nous, avec nos équipes, nos acheteurs, de pouvoir toutes les pépites qui existent sur ce territoire. Des fois, je pense que ça ne sert à rien de s'installer dans un confort d'acheteur quand on sait qu'au plus près de chez soi, et pour protéger Dame Nature, parce que je vous rappelle que nous n'avons pas de plan B pour la planète, il est plutôt intéressant de voir ce qu'on a ici à domicile, des choses qui peuvent satisfaire très largement les besoins que des entreprises spécialisées dans les métiers de l'environnement, de distribuer de l'eau ou de traiter l'assainissement, ce qu'on peut avoir ici au plus près de chez nous, qui crée bien sûr une dynamique d'emploi, qui crée aussi des attentes, parce qu'on a des exigences quand on gère par exemple un produit comme l'eau potable qui est aussi le plus surveillé, le produit le plus surveillé au monde. Et on a besoin de gens en compétences, on a besoin de formation, on a besoin d'électro, etc. Donc c'est vraiment Intersud et beaucoup d'entreprises que nous embarquons avec nous, et aussi des entreprises qui sont incubées chez Nouveau Sud. Je pense à Terrativis, je pense à Civilis qui est ici, qui fait des bâches qu'on embarque aussi sur nos besoins. Et ça me paraît important d'être présent. C'est tous les 2 ans, c'est très bien. Et ça acculture nos acheteurs aussi à voir différemment que les grands accords cadres qu'on peut avoir. Voilà mon témoignage. Désolé d'avoir été très long. C'était parfait, merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre va apporter son témoignage sur Intersud? Oui. Alors, c'est une question, et elle est très bienvenue. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Marie-Claude Jamal, je suis responsable du cabinet de recrutement Expectra à Montpellier. Et avant tout, je voulais vous dire que depuis Montpellier, on regarde l'Éden et tout ce qui se passe sur le Biterrois de manière vraiment, depuis longtemps, et on est très admiratif de tout ce qui s'y passe. Donc ça, c'est le premier point.
Et en termes de questions, donc j'ai 2 questions. Juste pour info, Expectra, cabinet de recrutement, plutôt cadre, surtout le Languedoc. Première question, donc vous avez parlé de l'Eden et des premières formations qui ont été menées. Vous avez cité 3 métiers, de la conduite de ligne, de la maintenance, de la qualité. Est-ce qu'il va être envisagé, est-ce que c'est dans les projets, de mener peut-être des formations ou des projets un peu similaires sur des métiers de, je dirais, plus haut niveau, bureau d'études, ce genre de choses? Est-ce que c'est en pourparler, en discussion? Si c'est le cas, Expectra, voilà, n'hésitez pas. Première question. Et deuxième question, je voulais aussi savoir, puisque ce qui est très riche dans votre présentation, c'est cette force du collectif, etc. Est-ce que vous avez aussi anticipé, est-ce que vous êtes en train de travailler, est-ce qu'il y a un pilote sur la montée de l'IA dans vos industries et dans toutes les sociétés un petit peu qui sont autour de vous? Parce que là, il y a peut-être aussi un truc intéressant à faire de manière collective, étant donné à quel point l'IA avance très très vite. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse répondre. Oui, donc en fait, l'Eden, sur les compétences, en effet, la problématique, c'est d'une part de développer des formations initiales et d'autre part de former des demandeurs d'emploi. Donc on a présenté le parcours de réussite Eden. Il est bien évident qu'en ce qui concerne le parcours de réussite Eden, on utilise des CQP et donc c'est une flexibilité énorme et en fonction des besoins qui peuvent être exprimés par les entreprises, il est bien évident qu'on peut redévelopper le parcours sur d'autres métiers. Simplement, la limite de ça, c'est qu'il faut un nombre minimum de stagiaires pour rentabiliser l'ensemble du système, c'est-à-dire une dizaine de stagiaires. Donc si des entreprises nous expriment des nouveaux besoins, on va les examiner, la région, France Travail et les représentants des organismes de formation avec l'UMM vont les examiner et on va regarder comment on y répond. Donc ça, c'est complètement ouvert. Et sur l'IA? Et la deuxième chose sur l'IA, donc, le développement des formations de base également nous ont conduit à redévelopper des formations sur ce territoire. Donc, vous en avez parlé, il y a d'une part une formation d'ingénieur avec Polytech qui va démarrer en septembre 2026. Et cette formation d'ingénieur est autour des procédés industriels et du fonctionnement des usines. Et l'autre chose, c'est le DUT Intelligence artificielle et robotique qui a été développé suite à une AMI-CMA, donc on parlait de France 2030, autour du 4.0 et du 5.0. Et cette formation en Bac+3 est à l'UT de Béziers. C'est une formation unique en France. Et ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'on a 23 personnes, là on attaque la 3e année. Et cette année, ils ont eu 260 candidats pour 25 places. Donc en effet, on se prépare aussi là-dessus et on parle d'écosystème. Donc à partir du moment où on a une formation en Bac+3 autour de l'intelligence artificielle, où on a des enseignants-chercheurs, et je pense en particulier au directeur de l'IUT qui est un enseignant-chercheur dans l'intelligence artificielle qui vient de Saclay, eh bien en effet on crée un écosystème, on crée de la dynamique autour des problématiques d'intelligence artificielle et on a des intervenants extérieurs comme le patron de SLB Intelligence Artificielle Monde qui est venu intervenir, il y a des conférences et tout. Donc vraiment ça développe l'écosystème. Une dernière intervention. Juste un mot pour compléter sur l'IA, parce que tu as parlé de compétences et c'est top. Pour ce qui est des entreprises et des startups aussi, on a parlé de l'innovation, ça relève de l'innovation. On a sur ce salon même des startups qui développent des solutions liées à l'IA. Je citerai The Senate Tension, qui est incubé non pas à Innovation mais à Gigamen, qui est présent et qui a un planning de rendez-vous. Donc il va avoir les grands comptes pour proposer des solutions prédictives liées à l'IA pour la maintenance industrielle. On a aussi des gens chez ITS Fusion, comme Main Control par exemple, qui développent des solutions de maintenance prédictive pour éviter qu'avant que les pannes se produisent sur des éoliennes par exemple, avec des capteurs qui sont liés à l'IA et qui anticipent les casses. Donc c'est des choses qu'on suit de près et on accompagne aussi dans le mouvement ces startups parce que c'est la force de demain et c'est les fameuses briques manquantes qui vont nous servir pour les applications et pour les utilités. Bonjour à tous, Cyril Grassous, donc Bruno Garcia, président de ITS Fusion, pardon. Je ne prends pas la place de Luc à l'Innovation
Pas du tout. Il n'y avait pas de putsch prévu aujourd'hui. C'est la fin qui tenait tout. Donc je vais faire le court. Donc deux témoignages, un sur Intersud. Donc il y avait le mot de Stéphane Delpech tout à l'heure côté acheteur. Moi je vais vous faire un mot côté sous-traitant. Intersud, c'est un rendez-vous qu'on coche dans nos agendas des mois à l'avance. C'est quelque chose qu'on attend avec impatience. Le fait de pouvoir être tous au même endroit, tous autour de la table, c'est hyper important pour nous. Mathieu rappelait les chiffres traités du carnet de commande autour d'Intersud de l'édition précédente. On espère qu'ils seront encore en évolution et pour nous c'est hyper important de remplir nos carnets de commande. Encore une fois, temps court, temps long, et là on traite vraiment le temps court, on a besoin de garder nos carnets de commande. Donc Intersud, un outil incroyable pour les entreprises et on coche à la case de longtemps à l'avance. Deuxième remarque, c'est l'Eden. L'Eden, nous, chez Eden Studio, on croit à l'Eden. Alors, on croit parce qu'on y trouve des points de croissance, et on croit parce qu'on a foi dans cette initiative-là. Moi, c'est la formule que je diffuse et que je distille tout le temps. Croyez à l'Eden. Voilà, faut y aller et se mettre tous autour de la table. Merci beaucoup. Voilà, je crois que là, la boucle est bouclée cette fois-ci. On va remercier nos intervenants. Un dernier mot, Lucas. Un dernier mot juste pour revenir sur ce que disait Cyril. Croire en l'Eden, c'est éminemment important. Après, j'ai bien conscience que dans nos petits villages, dans notre ville, dans nos villes, c'est compliqué de se dire, quand on habite là, au milieu de cette opportunité, waouh, c'est extraordinaire, j'ai de la chance, on a du mal à s'en rendre compte. Mais je voudrais juste mettre quelques chiffres en perspective. Alors, moi, je vous ai parlé du soleil, je vous ai parlé du vent, je vous ai parlé de l'énergie nucléaire, je vous ai parlé de la Méditerranée. Ça, on ne s'en rend pas compte, mais on est en plein dans ce territoire béni des dieux. On a vu à Port-la-Nouvelle avant-hier avec la plus grosse éolienne flottante au monde qui a été assemblée, lundi, chez nous. À Port-la-Nouvelle, il y avait 2 designs de flotteurs d'éoliennes flottantes. Un PPS et un Eolmed. C'est la première fois que ça se passe dans le monde. C'est chez nous que ça se passe. C'est 10 000 éoliennes qui sont en projet, donc elles arriveront tôt ou tard, mais cet écosystème Eden, c'est pas nous, ici, qui avons... on ne se rendait même pas compte de la chance qu'on avait d'habiter dans cet écosystème-là. C'est au fur et à mesure, lorsqu'on a vu arriver le top management d'SLB, 110 000 employés dans le monde. Pour la petite histoire, il y a certainement des villes qui sont en train de fermer en Asie, et on ne ferme pas notre usine de Béziers. Je pense qu'il faut que ça aide à mettre en perspective ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Eden. Pourquoi? Parce qu'il y a ce bassin énergétique. On investit 70 millions sur le site. Le plus gros investissement de ces 20 dernières années, c'était 40 millions sur le site existant. C'était à Shanghai. Béziers après Shanghai, c'est comme si sur le bouclier du top 14, il y avait eu un submarine artisan en dessous de Stade Toulousain. C'est un petit peu ça dont on parle. Gemlia, tout à l'heure on en parlait, c'est 200 millions. Pourquoi l'État mettrait 200 millions sur une technologie qui sort du CEA? Parce que le CEA, c'est le 2e laboratoire de recherche dans le monde. SLB, c'est la première société de services au monde énergétique. Donc tout ça, c'est des choses qui sont particulièrement extraordinaires qui se passent ici. Et tous les gens qui viennent ici voient qu'en plus de ces opportunités, les conditions climatiques, l'ambition politique, souveraineté énergétique nécessaire pour demain, il y a ces synergies publiques-privées dans ce territoire à taille humaine qui ont rendu les choses possibles et elles se passent. Donc il faut juste qu'on arrive à convaincre tout le monde que demain il se passera ce qu'on voudra et il faut vraiment qu'à tous les niveaux on saisisse cette opportunité de démontrer que si on veut protéger la planète, il n'y a pas que la décroissance dont personne ne veut, parce que c'est moins de confort, il n'y a pas que l'adaptation sous contrainte dont personne ne veut, parce que c'est forcément des taxes, il y a cet Eden où on va créer de la richesse localement, puisqu'on va payer les gens qui vont travailler pour créer cette valeur ajoutée, profiter d'énergie décarbonée et réinventer leur quotidien pour protéger la planète. C'est ça qu'on veut faire. Merci beaucoup. Cette fois-ci, c'est le mot de la fin. On peut les applaudir tous les 5. On va vous souhaiter un très bon appétit. On se retrouve ici à 14h30 pour une conférence, je vais vous dire son titre parce qu'on ne peut pas vous l'annoncer, donc il faudra vraiment que vous soyez vigilants à l'heure. C'est 14h30, c'est une conférence sur le financement. Voilà, nous allons parler financement avec la BPI, la Banque Populaire du Sud, EMIG et aussi Instadron. Donc 14h30 dans cette salle pour parler financement. À tout à l'heure, bon appétit, merci.